au cours des dernières années, en fait, appuyé le ministère en offrant un soutien à l'initiative InfoCru, donc autour de la préparation des nouvelles cartes, de la nouvelle cartographie autour des zones inondables qui tient compte des changements climatiques notamment. Donc, on a abordé un certain nombre de sujets dans le cadre de ce soutien au travers de projets et d'activités en recherche et développement. Puis l'objectif de la rencontre, ou enfin du webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter un peu les résultats de ces travaux-là. On se concentre vraiment sur les aspects scientifiques et techniques derrière la prise en compte des changements climatiques. Donc, comprendre un peu comment l'aléant, enfin le climat vient influencer l'hydrologie, en quoi ça influence donc les périodes de crue, mais aussi d'autres dimensions liées peut-être un peu plus du côté des vulnérabilités, comment elles sont appelées aussi à être affectées par les changements climatiques. Donc, le but de enfin, la présentation, elle va couvrir un peu ces sujets. Donc, je vais passer la parole donc à Alexandrine et Louis-Philippe. Donc, Alexandrine Bisaillon, qui est coordonnatrice au niveau de la programmation scientifique chez Ouranos du côté de l'adaptation au changement climatique et qui, entre autres, a joué un rôle assez clé dans la coordination de toute l'initiative de soutien d'Ouranos à InfoCru. Et Louis-Philippe Caron, qui est responsable du groupe Scénario et services climatiques dans l'équipe en sciences du climat et services climatiques du côté Ouranos et qui a aussi joué un rôle vraiment important pour coordonner toute la thématique évolution du climat dans le cadre de la programmation de soutien à InfoCru. Et puis, c'est Alexandrine, je crois, qui commence. Donc, je vous passe la parole. Merci, Caroline. À défaut de répéter, là, merci aussi d'être en si grand nombre aujourd'hui. J'espère que l'information qui va vous être présentée va vous être utile, mais aussi que les échanges là, vont être riches à la fin de la présentation. Mais d'abord, comme Caroline l'a mentionné également, là, la présentation va être donnée à la fois par moi et mon collègue Louis-Philippe. Donc, tu peux changer de diapositive, Louis-Philippe. Euh, En gros, ce qu'on vous propose aujourd'hui, là, c'est un petit peu un retour sur le contexte. Caroline en a fait une partie, mais on va juste mieux représenter l'organisation, puis un retour sur le contexte des inondations. Puis après ça, on va vraiment tomber dans le vif du sujet là, avec Louis-Philippe sur l'influence des changements climatiques sur les crues et revenir un peu au lien là, de l'impact des changements climatiques sur les crues, mais aussi des besoins là, de mieux aménager le territoire dans ce contexte-là pour terminer un peu sur l'explication aussi de la trousse là, qui vous sera offerte. Donc, Louis-Philippe, tu peux changer la diapositive. J'en conçois que plusieurs d'entre vous sont probablement familiers avec Ouranos, mais on voulait quand même prendre le temps de vous représenter l'organisation et un peu ça met un peu les bases aussi du pourquoi la collaboration d'Ouranos avec le gouvernement là, dans la prise en compte des changements climatiques dans la cartographie des zones inondables. Donc, d'abord, Ouranos, c'est un organisme frontière, c'est-à-dire un organisme qui permet là, de rapprocher les acteurs de la science et de la pratique, mais aussi les acteurs de différents domaines qui sont en lien avec l'adaptation au changement climatique. Et donc, de ce fait, ça permet d'assurer la complémentarité entre la science, mais les besoins de la société. Donc, on s'assure qu'on désire jouer un rôle là, pour s'assurer que la recherche qui est développée dans le cadre de nos actions est alliée, en fait, est arrimée aux besoins des différents partenaires. Comment ça se matérialise un peu, c'est aussi par l'analyse et l'évaluation de solutions basées sur la science. Et c'est un peu ce qu'on souhaitait mettre de l'avant là, dans la collaboration avec InfoCru. Mais c'est aussi de mettre de l'avant de proposer en fait des approches innovantes pour répondre à un enjeu en fait qui est l'adaptation, qui est un enjeu très complexe. Tu peux changer de diapositive. Comment on fonctionne? Ben, on travaille avec un réseau là, de plus de 450 chercheurs, praticiens, décideurs sur l'ensemble en fait du spectre là, allant de la connaissance et de la recherche en sciences du climat jusqu'à la prise de décision là, sur les options d'adaptation.
On collabore également, là, en fait, Ouranos, à la base, est créé par une diversité de partenaires, autant académiques que gouvernementales. Et on a aussi de plus en plus là, des acteurs terrain, là, que ce soit des municipalités, des énergiciens et même tout récemment, là, le Centre de recherche en informatique de Montréal. Tu peux changer de diapositive. Euh, comment ça se matérialise aussi, là, comment Orana s'y parvient? Ben, c'est en offrant de l'expertise et des conseils en changement climatique, du soutien technique et financier pour la recherche et euh, pour la R&D, l'intégration des enjeux, des savoirs, des acteurs là, par de la mobilisation, de la coordination, de la concertation avec les différents acteurs. Euh, donc, ce qui va de soi là, par la mobilisation de ces acteurs-là, mais aussi des connaissances, là, comment on arrive à traduire en fait la connaissance scientifique dans un vocabulaire, puis dans une façon de présenter l'information là, qui est utile à tous. Et de ce fait, justement, on agit là, en valorisation et en transfert des résultats de la recherche. Et on accompagne les acteurs de l'adaptation au changement climatique. Donc, on a un peu aussi agi là, sur l'ensemble de ce spectre-là avec la collaboration avec le gouvernement au niveau d'InfoCru. Tu peux changer de diapositive. Euh, Avant de vous présenter là, vraiment le vif du sujet d'aujourd'hui, l'incidence des changements climatiques et les travaux d'Ouranos dans le domaine, on jugeait relativement important de faire un petit retour historique là, pour un peu mieux positionner le besoin d'étudier le lien entre les changements climatiques et les inondations, puis aussi l'historique là, de collaboration d'Ouranos avec le gouvernement, pourquoi on a maintenu cette collaboration-là euh, dans le cadre d'InfoCru. Tu peux également changer de diapositive. Donc, c'est pas de l'information qui est nouvelle pour tout le monde, là. Le Québec, pour le Québec, les inondations sont probablement l'un des risques, je crois qu'il y a une coquille dans la présentation, là, mais un des risques naturels qui génère le plus d'impact pour la société. Euh, En fait, ce qui importe de rappeler, c'est qu'on est aujourd'hui pris avec l'héritage d'un développement urbain, le développement urbain du Québec, qui, historiquement, les communautés du Québec se sont développées près de cours d'eau, à la fois pour des raisons d'accès à la ressource, mais également de transport et des raisons économiques. Mais qu'au fil du temps, la densification et l'étalement urbain et la croissance démographique ont fait en sorte que de plus en plus de bâtiments et d'activités se sont développés dans les zones riveraines et souvent sans considération suffisante du risque d'inondation. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est obligé de composer avec une société québécoise qui est vulnérable au risque d'inondation. Euh, un instant, j'ai des choses qui m'apparaissent dans l'écran. Donc, on a eu cet accroissement de la vulnérabilité a fait en sorte qu'on a vécu les conséquences d'une succession de sinistres d'inondation dans les dernières années. Tu peux changer de diapositive. Donc, on pourrait remonter là, assez loin dans le temps ou parler des inondations des années 70 ou encore celles du Saguenay en 1996, mais c'est plutôt les inondations des années 2010, là, comme vous êtes probablement tous familiers, là, qui ont marqué la volonté gouvernementale de revoir la gestion des zones inondables. Mais également le fait que la menace des changements climatiques a renforcé justement le besoin. Oups, tu peux attendre un peu avant de changer la diapositive. Que la menace des changements climatiques a renforcé le besoin d'une cartographie des zones inondables qui est à jour, complète pour le Québec, pour bien tenir en compte l'aléa inondation dans l'aménagement du territoire, puis avoir une compréhension adéquate là, des risques d'inondation dans un contexte de changement climatique. Donc, c'est en réponse à ces enjeux-là, aux événements, notamment là, de 2017 et 2019, là, 2023, avec dans la région de Charlevoix, est venu renforcer un peu encore plus le besoin des travaux, mais c'est 2017 et 2019 qui ont fait émerger là, les travaux relatifs à InfoClu, mais la collaboration d'Ouranos avec le ministère. Vas-y, Louis-Philippe. Donc,
Avant d'expliquer un peu comment se traduit la collaboration, traduit la collaboration entre Ouranos et la direction de l'expertise hydrique là, dans le cadre d'InfoCru, il faut juste revenir un peu dans le temps pour dire que cette collaboration-là, elle était étroite là, depuis nombreuses années, notamment avec le développement, la mise à jour de l'Atlas hydroclimatique. Donc, dans le contexte là, des décisions gouvernementales qui se sont prises suite aux inondations de 2017, les justificatifs étaient clairement là pour le besoin, de justifier en fait le besoin de solidifier, de consolider cette collaboration-là, qui s'est traduit en fait par le soutien d'Ouranos à InfoCru, qui a permis en fait le développement d'une grande série de projets structurés sous 5 grandes thématiques là, qui ont été choisies historiquement autour de la documentation des crues. Il y avait également l'identification des zones à prioriser pour la cartographie, puis tout ce qui était autour de la valorisation, de l'utilisation ultimement d'InfoCru dans la prise de décision, là, ce qu'on est actuellement en train de faire, et des travaux de recherche connexes. J'ai clairement sauté l'une des 5 thématiques, qui est celle qu'on désire aborder avec vous aujourd'hui, qui était la thématique principale là, de la collaboration avec le ministère, soit de mieux estimer l'évolution des zones inondables dans un contexte de changement climatique. Donc, c'est là-dessus qu'on va vous entretenir là, pour les prochaines minutes, puis je vais céder la parole à mon collègue Louis-Philippe pour la suite. Donc, juste un petit rappel avant de parler des changements climatiques, il y a plein de choses qui influencent l'hydrologie et les inondations, là. Donc, entre autres, la topographie, les types de sol, la végétation, savoir si c'est un milieu humide ou pas, la taille du bassin versant, bien sûr, l'aménagement du territoire. Donc, si on fait des changements sur un territoire, ça va avoir un impact sur l'hydrologie qui peut être prépondérant sur l'impact des changements climatiques. Si on transforme un milieu humide euh, en stationnement géant, c'est sûr que l'hydrologie, ça prend le même. Donc, gardez ça en tête que le changement climatique, c'est seulement un des facteurs qui peut influencer cette hydrologie-là. Aussi, il y a une variabilité naturelle d'année en année. Donc, la météo change d'une année à l'autre. Donc, des années plus secs, plus humides, plus chaudes, plus froides. Donc, il va rester, il y a de la variabilité d'année à l'autre. Il va en garder, il va en rester aussi dans le futur. Par contre, avec les changements climatiques, on s'attend à ce qu'il y ait un changement dans les températures et dans les régimes de précipitation qui vont mener là, à des différences dans l'hydrologie. Et puis juste un petit point de forme, lorsque je parle de climat, habituellement, nous, en climatologie, ce qu'on fait référence, c'est une moyenne climatologique, une moyenne là, sur des conditions météorologiques là, sur 30 ans. Suivant. Donc, pour étudier l'impact des changements climatiques, on utilise... est-ce que vous voyez ma souris? Non? Bon. Non, on ne voit pas ta souris parce que c'est Alexandrine qui partage son écran. Évidemment, merci. OK, dans ce cas, je vais improviser sans souris. Donc, on utilise des projections climatiques qui utilisent des modèles climatiques qui sont des représentations mathématiques du système océan, atmosphère et terrestre, qui ressemblent beaucoup au modèle qu'on utilise pour faire des prévisions météorologiques là, avec lesquelles on est tous plus familiers. La différence étant que lorsqu'on fait des prévisions météo, ce qui est important de savoir, surtout, c'est l'état initial de l'atmosphère, parce que c'est ça qui va avoir le plus gros impact là, dans les jours qui viennent. Par contre, à mesure qu'on tente de prévoir les conditions dans un futur plus lointain, ce qui devient important de savoir change dépendamment de l'échelle du temps qui nous intéresse. Et lorsqu'on tente de faire des prévisions là, sur plusieurs dizaines d'années, voire au-delà de ça, ce qui est important, c'est la composition de l'atmosphère, c'est plus précisément là, la concentration des gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qui va c'est ce qui est important de bien modéliser là, dans les modèles climatiques. À les échelles de temps entre ces projections-là et les prévisions, mais là, c'est d'autres phénomènes qui rentrent en compte et qui influencent là, la variabilité interannuelle là, que je mentionnais plus tôt. Suivant.
Donc, ça, c'est pour savoir comment le climat va changer. Si on veut savoir va être l'impact des changements climatiques sur l'hydrologie, bien là, il faut créer une chaîne de modélisation qui va partir des simulations euh, climatiques, de ces modèles climatiques que je mentionnais plus tôt, qu'on va jumeler avec des modèles hydrologiques et qui est la chaîne de modélisation en bas, et à laquelle on va rattacher des observations, autant pour les modèles climatiques que pour les modèles hydrologiques, que pour les garder groundés dans le vrai monde. C'est important de mentionner que c'est ça, les simulations climatiques suivent le protocole qui est établi par le GIEC. Donc, on peut utiliser les simulations qui sont faites partout à travers le monde pour faire ça par différents groupes de climat. Et pour mettre cette chaîne en place, ben, ça prend plusieurs expertises, autant des gens en climat qu'en hydrologie, qu'en statistique, qu'en informatique. Donc, ça requiert un effort quand même considérable avec plusieurs expertises pour faire ça correctement et s'assurer que chacune des étapes est bien faite. Et si on fait bien ça, si on arrive à tout bien connecter, bien, on peut se retrouver avec des projections en hydrologie et un atlas hydroclimatique, comme je vais vous présenter le diapo suivant. Donc, les projections climatiques pour le Québec ont été intégrées dans l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional, donc qui représente environ 10 000 tronçons de rivières du Québec. Disponible en ligne, si vous êtes intéressé. J'ai inséré l'adresse en bas, sous la figure, si vous voulez voir. Et ça représente l'impact des changements climatiques là, sur les débits à différents horizons de temps, allant de futurs plus rapprochés jusqu'à la fin du siècle. Ça inclut aussi plusieurs indicateurs différents. Et vous allez aussi avoir l'historique des rivières là, de 1970 à 2021 et aussi des données de stations au travers du territoire. Suivant. Avant de vous présenter un survol de quelques résultats, juste un peu de vocabulaire pour ne pas avoir à le rementionner à chaque fois que je présente des choses. Donc, je vais surtout présenter non, excusez-moi, présenter des résultats pour la fin du siècle, donc pour la période de 2071 à 2100, et par rapport à la référence climat récent de 1981 à 2010. Je vais présenter deux scénarios d'émission. Donc, un qui est un scénario qu'on peut qualifier de modéré, le RCP 4.5, pour ceux qui sont familiers avec le vocabulaire, qui correspond à un réchauffement planétaire de plus ou moins 2 degrés vers la fin du siècle, et un réchauffement qui est plus élevé, qui correspond au scénario RCP 8.5, et qui correspond à un réchauffement planétaire de environ 4 degrés Celsius. Pour le Québec, par contre, c'est un peu plus élevé, juste parce que les régions près des pôles tendent à se réchauffer plus rapidement que les tropiques. Donc, pour le Québec, là, on parle de réchauffement d'environ 5 degrés pour le scénario modéré et pour le scénario plus élevé, on parle de réchauffement de 6 ou 7 degrés. Je vais présenter deux indicateurs. Un qui est le débit journalier maximal annuel pour une crue d'occurrence 20 ans et qui correspond en fait à une crue avec une probabilité de dépassement annuel de 5 et un débit journalier maximal annuel pour une crue d'occurrence 100 ans, donc une crue avec une probabilité de dépassement annuel d'environ 1 Suivant. Je commence par les points de crue annuels dans le scénario d'émission modérée pour la fin du siècle. Donc, sur la plus grande figure, vous voyez tout ce qui est en bleu, c'est une projection c'est les changements dans la médiane des projections. Donc, si c'est en bleu, ça veut dire que c'est une augmentation. Donc, on voit qu'il y a généralement une augmentation qui est projetée sur l'ensemble du territoire. Donc, une projection entre, disons, 3 et 13-15 par contre, vous voyez dans la petite figure en haut à gauche, ce qui est en bleu pâle, c'est où la majorité des modèles, c'est-à-dire qu'il y a plus que 2 tiers des modèles qui s'entendent sur le signe
de la projection. Et lorsque c'est en blanc, c'est lorsqu'il y a moins de 2 tiers des modèles qui s'entendent. Donc, souvent, on utilise ça pour voir s'il y a un consensus entre les modèles sur le changement. Habituellement, s'il n'y a pas de consensus, on est moins certain là, de la projection. Mais c'est ça. Donc, le territoire, parce qu'on voit du bleu, là, c'est que les modèles s'entendent généralement pour dire que on peut s'attendre à une augmentation pour cette région-là. Euh, Ceci pour le scénario d'émission modérée. Si on passe à la suivante, donc on voit que l'histoire est semblable, sinon que les projections dans les crues annuelles, pour les points de crue annuels maximales seront plus élevés, mais peut-être plus intéressant ou peut-être plus important, c'est que là, il y a un plus gros consensus entre les modèles et que en fait, il y a un consensus presque sur l'ensemble du territoire, sauf peut-être là, sur le sud-ouest du Québec, dans ce cas-ci. Donc, il n'y a pas il y a pas une grande différence entre les deux, sinon que pour un scénario plus élevé, le signal de changement climatique est plus fort. Donc, ça, c'était pour les crues de récurrence de 20 ans. Si on passe aux récurrences de crues 100 ans, l'histoire est pas mal semblable. Donc, pour un scénario d'émission modérée, euh, changement dans la médiane de projection quand même à la hausse et avec moins de consensus, là, surtout sur le sud du Québec, mais par contre, un certain consensus là, pour la Gaspésie et la Côte-Nord. Par contre, si on va sur un scénario d'émission plus élevé, donc scénario d'émission élevé, là, encore une fois, augmentation pour les points de crue sur l'ensemble du territoire et généralement un consensus sur l'ensemble du territoire aussi, sauf peut-être là, sur la partie sud-ouest du Québec. Suivant. Donc, ça, bien sûr, là, ça va amener des impacts sur plusieurs impacts là, pour les gens qui habitent dans les rivières. L'érosion des berges, les lessivages des sols, c'est-à-dire que les sols vont perdre les nutriments qu'ils ont dans les couches supérieures, ils vont se faire lessiver, donc ça va laisser des sols un peu plus pauvres derrière les inondations. Et ça va mettre des pressions là, sur les communautés riveraines et ben, sur les activités agricoles, bien sûr, parce que là, ils vont perdre les nutriments qui sont dans les sols. Suivant. Une autre chose importante à garder en tête, ou à savoir peut-être, c'est que le signal varie selon les saisons, donc ce n'est pas uniforme au travers des différentes saisons. Donc ici, pour un scénario d'émission modérée, je compare le signal hiver-printemps qu'on groupe ensemble et été-automne. Un peu, on sépare comme ça parce que les phénomènes derrière les points de crue sont un peu différents. Donc, en hiver-printemps, c'est lié beaucoup à la fonte de la neige, alors qu'en été-automne, c'est lié à des précipitations intenses, donc beaucoup de précipitations à une courte période. Donc, on peut voir que le signal hiver-printemps pour le scénario modéré, euh, une augmentation projetée sur une partie du territoire, mais une autre partie du territoire, en fait, qui projette une baisse. Mais surtout, il n'y a pas tellement de consensus entre les différents modèles, là. Donc, si on voit en haut à gauche, les modèles ne s'entendent pas vraiment sur le signal. Par contre, en été-automne, euh, totalement le contraire, consensus sur presque l'ensemble du territoire. Donc, plus que 2 tiers des modèles qui s'entendent sur le signe de la projection. Et projection à la hausse là, pour la plupart des bassins. Suivant. Un autre signal des changements climatiques qui est très fort, c'est le changement du moment de la pointe des crues. Donc, le point des crues printanières devrait arriver plus tôt. Donc, en jaune et en... je vous présente le scénario modéré. Donc, en jaune et en orange, indique les tronçons pour lesquels on a un devancement de la pointe de crue. Donc, un devancement entre 1 à 3 semaines. Et puis là, un consensus total entre tous les modèles. Donc, en rouge, c'est accord entre plus de 90% de tous les modèles. Donc, accord très fort pour ce scénario-là, dans ce signal-là. Suivante.
Et si on regarde pour un scénario d'émissions élevé, signal, c'est ça, signal encore plus fort, là, donc changement dans la période de point de crue de 2 à 4 semaines et encore consensus entre les différents modèles. Suivant. Donc, sans aller trop dans les détails, juste faire un survol. Donc, ces changements sont amenés par plusieurs choses. Donc, des changements dans nos hivers qui vont être plus chauds, avec plus de redoux et plus d'événements de précipitations qui vont tomber sous forme de pluie. Et plus généralement, là, les hivers vont commencer plus tard et se terminer plus tôt. Suivant. Changement dans les régimes de précipitation. Là. Donc, comme je disais, en hiver, plus de pluie. Mais surtout, beaucoup changement dans les régimes de précipitation en été. Donc, beaucoup plus d'événements de précipitation extrêmes en été-automne. Donc, ça, c'est un signal aussi là, très clair des changements climatiques et les précipitations extrêmes vont augmenter. Là. Donc, plus de précipitations qui vont tomber en des plus courtes périodes. Donc, ça va avoir tendance à créer plus là, d'inondations. Et changement dans le régime de neige aussi. Donc, la neige va avoir tendance à arriver plus tard et fondre plus tôt dans la saison. Et puis, fondre durant l'hiver aussi parce qu'il va y avoir de la pluie. Et puis, il va juste tomber moins de neige généralement là, pendant l'hiver parce que la neige va être remplacée par la pluie. Suivante. Il y a plusieurs bassins versants qui ne sont pas couverts par l'Atlas. Surtout les petits bassins versants, il y en a beaucoup. Ceux-ci, par contre, c'est ça. Donc, ils ne sont pas écrits dans la classe, mais le signal de changement climatique sur ces petits ruisseaux-là est quand même assez clair. Il y a une très grande corrélation entre le changement dans les précipitations extrêmes que je mentionnais plus tôt et comment ces bassins réagissent là. Donc, étant petits, ils vont réagir très fortement là, des changements des précipitations extrêmes. Donc, il y a des travaux qui ont été faits dans InfoCru pour justement aborder ça. Puis on peut voir que justement, si vous êtes familier avec les courbes IDF, là, les courbes d'intensité, durée, fréquence, qui vont devoir être modifiées pour s'adapter au climat futur. Là. Donc, on parle d'augmentation allant de 20 à jusqu'à 50% dans le futur là, pour take into account, pour prendre en compte les changements dans l'intensité des précipitations. Donc, ouais. On peut continuer. D'autres rivières qui ne sont pas prises en compte, des très gros bassins versants. Je parle fleuve Saint-Laurent, Richelieu, Outaouais. Donc, ça, ce n'est pas couvert non plus par la présentation ou l'Atlas. Et ils doivent être étudiés séparément parce qu'ils sont. Il y a des conditions particulières en amont, souvent de la gestion anthropique. Donc, ceux-là, ça doit être fait séparément, que je ne vais pas les aborder ici. Juste revenir à la chaîne de modélisation qui nous permet d'obtenir ces résultats-là. Donc, comme je disais plus tôt, ça prend plusieurs personnes pour construire ça adéquatement avec plusieurs expertises. Il y a beaucoup d'incertitudes à chacune de ces boîtes-là, à chacune des étapes. On tente de les minimiser du mieux qu'on peut. Par contre, il y a des questions là-dedans qui sont la fine pointe de la recherche. Donc, à mesure que la recherche évolue, on peut intégrer des nouvelles connaissances. Par contre, ça ne se fait pas gratuitement. Puis, il y a des questions pour lesquelles on n'a juste pas de réponse. Donc, pour InfoCru, si on va à la suivante, on a mis beaucoup de projets en place pour s'attaquer à des questions qu'on avait pour pour plusieurs des étapes de cette chaîne-là. Donc, il y a des travaux de recherche qui ont été faits à Ouranos, mais aussi par nos partenaires universitaires, là, donc beaucoup de projets à l'ETS, Université de Sherbrooke, Polytechnique, UQAM, justement pour tenter d'améliorer chacune des étapes de façon à augmenter la robustesse des projections hydroclimatiques pour le Québec. Projets qui ne sont pas tout à fait terminés, qui continuent, mais qui vont aller nourrir la prochaine version de l'Atlas climatique pour augmenter la robustesse davantage. Et je pense que ça conclut ma partie, Alexandre. Merci, Louis-Philippe. En fait, suivant les explications de Louis-Philippe, là, vous comprenez bien que les changements climatiques vont avoir une incidence sur le régime des crues et donc des inondations au Québec.
Ceci dit, les changements climatiques, c'est pas la seule composante là, du risque, en fait, qui modifie le risque d'inondation pour le Québec, ce qui nécessite de prendre en compte là, l'ensemble de ces composantes-là pour mieux comprendre en fait comment peut évoluer le risque d'inondation au Québec. Donc, ça nous, pour nous, en fait, ce qui est important d'expliquer, c'est de dire que le changement climatique, oui, va avoir une incidence, mais il y a quand même certaines marges d'incertitude associées à la prise en compte des changements climatiques. Et donc, ce qui demeure d'autant plus important, c'est de considérer ce qui est également vulnérable dans les zones inondables. Donc, je vous présente là, un schéma avec lequel vous êtes probablement aussi familier. Donc, on sait que les changements climatiques vont jouer sur l'aléa, mais que le Québec, par l'historique là, présenté au départ, est déjà situé, exposé aux inondations avec aux changements climatiques. Et c'est surtout aussi l'évolution de la vulnérabilité qui en fait, nous prédispose là, à des conséquences face à l'évolution de l'aléa en soi. Donc, la vulnérabilité, c'est la prédisposition à subir des dommages, mais c'est aussi influencé par, en fait, ça se traduit en fait par plusieurs caractéristiques, qu'elles soient au niveau des infrastructures physiques de la population ou même des secteurs économiques là, qui sont situés en zone inondable. Donc, ça devient d'autant plus important là, de bien comprendre qu'est-ce qui est vulnérable, que ce soit le mauvais état des infrastructures, non seulement au niveau des bâtiments, des routes, mais également au niveau des infrastructures de protection qui sont déjà en place. Donc, mauvais état ou mauvais entretien ou inadapté, c'est d'autant plus important de les considérer. La présence d'infrastructures essentielles également qui rend d'autant plus la population vulnérable si celles-ci sont situées en zone inondable, les mauvais aménagements urbains. Au niveau populationnel, l'âge peut jouer sur la vulnérabilité, l'état de santé, mais aussi des caractéristiques comme le statut socio-économique, le niveau d'éducation, l'accessibilité à la langue dominante là, qui vont également avoir une incidence sur la capacité d'adaptation. Donc, avec ou sans changement climatique, le Québec est déjà vulnérable et on peut agir sur ces composantes-là pour, par principe de précaution face à l'augmentation prévue des changements climatiques, des risques d'inondation, mais aussi pour réduire notre risque. Ça passe comment? Mais en fait, l'aménagement du territoire semble être la clé et de là, l'importance de la cartographie et du règlement associé. Parce que, en fait, l'aménagement du territoire peut influencer notre vulnérabilité, comme on vient de le mentionner, par la présence ou pas d'infrastructures, mais aussi en zone inondable, par l'adaptation, en fait, de ces infrastructures-là. Donc, elle peut influencer de façon positive ou négative le risque d'inondation. L'aménagement du territoire peut aussi influencer l'aléa inondation où on sait que la bétonisation des sols réduit la possibilité de retenir l'eau, de s'infiltrer, mais aussi peut augmenter les vitesses là, de déplacement de l'eau, ce qui augmente en fait qui pourrait augmenter les conséquences vécues lors d'inondations. À l'inverse, un meilleur aménagement du territoire qui augmente augmente ou euh, euh, prédispose en fait ou maintient les milieux humides permet de réduire en fait permet d'augmenter la captation des eaux et donc réduire en fait l'impact de l'aléa et aussi l'utilisation d'infrastructures naturelles peut aussi influencer l'aléa inondation en soi. Donc, si correctement réfléchi, l'aménagement du territoire est clairement un vecteur de solution parce qu'elle permet à la fois d'agir sur la vulnérabilité, mais aussi sur l'aléa. Et donc, ça se traduit en fait ça peut se traduire par une diversité de mesures allant à différentes échelles, là, allant du bâtiment jusqu'à l'échelle du bassin versant. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est cet amalgame-là de solutions qui permet en fait de mettre de l'avant le principe de précaution qui pallie en fait à certaines incertitudes associées à l'évolution de l'aléa inondation dans le futur.
Travailler à différentes échelles, travailler en adaptation au risque d'inondation, ça nécessite aussi une, la collaboration, ce qui nous apparaît aussi un facteur de réussite là, pour mieux gérer les risques d'inondation dans un contexte de changement climatique et ce qui nécessite de travailler en collaboration à différentes échelles, mais aussi avec plusieurs acteurs et ça, là, allant de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre là, de solutions d'adaptation. Donc, en gros, ce qu'on a pour vous comme conclusion aujourd'hui, c'est une série de messages clés qu'on met de l'avant suite aux travaux là, menés avec le soutien d'Oranos à InfoCru qui pourront là, être mises de l'avant par vous et qui résument ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, en gros, au Québec, les inondations sont l'un des principaux risques naturels qui génèrent des impacts sur la société et qui en a déjà généré dans le passé. En raison des changements climatiques, comme Louis-Philippe vous l'a présenté, les pointes de crue annuelles seront plus élevées sur une large proportion du Québec méridional d'ici la fin du siècle, ce qui pourrait se traduire par un risque accru d'inondation. Ce qui est également important de comprendre dans tout ça, c'est que l'évolution des débits varieront selon les saisons et les régions. Donc, c'est pas uniforme à l'ensemble du Québec, ce qui nécessite de comprendre, en fait, chacune des régions à l'étude. Ces projections soulignent la complexité des impacts climatiques sur les régimes hydrologiques du Québec, mettant en évidence une grande variabilité régionale et interannuelle. Donc, c'est pas un phénomène qui est simple, c'est un phénomène qui est complexe et qui nécessite d'être bien réfléchi là, dans la prise en compte des changements climatiques. Avec ou changement climatique, le Québec dispose déjà d'une vulnérabilité sociale et territoriale, l'exposant à des répercussions importantes lors d'inondations. Ce qui nécessite justement là, qu'un aménagement du territoire joue un rôle crucial dans notre résilience face aux inondations. Et qu'en terminant, l'un des principaux facteurs de réussite de l'adaptation est la collaboration, la coordination et l'engagement de tous les acteurs concernés par la gestion du risque d'inondation. Donc, toute l'information qui vous a été présentée aujourd'hui est rendue disponible pour vous via une trousse d'informations qui va être disponible sur le site, en fait, qui est même à l'heure actuelle disponible sur le site Internet d'Oranos et qui présente en fait la fiche synthèse qui résume ces messages clés que je viens tout juste de vous présenter. Il y a également un question-réponse qui est une synthèse en fait de l'information qu'on connaît sur l'impact d'une modification de la cartographie des zones inondables sur la société québécoise. Donc, mieux appréhender en fait quelles pourraient être les questions ou les enjeux là, de la mise en œuvre, de la mise en place de cette nouvelle cartographie. Et vous avez aussi des différents liens web d'intérêt ainsi que la présentation d'aujourd'hui va vous être également rendue publique là, sur le site d'Oranos.